Le pire ennemi des chiens, en fait, ça reste le carrelage et le parquet. Ça, c'est le pire ennemi de tout animal de compagnie. Tu as des conseils à donner au niveau de comment le propriétaire peut analyser, observer le comportement de l'animal et va voir peut-être des éléments qui doivent lui faire un peu « Ah, là, il faut que je... » J'en ai 1 million. Bienvenue à tous dans le podcast d'Animeco. On a décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des professionnels, des experts du domaine du bien-être animal. L'objectif, c'est, pendant nos discussions, c'est de poser des questions qui vous permettront, en tant qu'auditeur, de regarder ce podcast, d'avoir des conseils, des tips, des avis différents, des prises de position, des arguments qui, vous, en tant que propriétaire, vous permettra de prendre des décisions ou d'observer certains comportements chez vos animaux et d'agir pour son bien-être. Pourquoi on a décidé de lancer ce podcast? C'est aussi pour avoir... on considère que si les propriétaires ont plus de connaissances au niveau du bien-être animal, seront plus à même de prendre des décisions en fonction de ça. Donc c'est pour ça qu'on fait ce podcast, ce premier podcast aujourd'hui. Et on a la chance d'accueillir Madame Cynthia Emonet. Salut Cynthia. Salut. Alors merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. C'est juste fantastique. Et puis ben voilà. Alors moi je me présente, je suis ostéopathe animalière. J'ai fini ma formation de 5 ans à l'école d'ostéopathie animale à Annecy. Okay. Donc 5 ans de grandes études. Et puis, je suis propriétaire, je déteste ce terme, donc plutôt gardienne de 3 chiens, dont un que je vais essayer de monter en sport et un petit chat qui s'appelle Stitch. Et je monte également à cheval depuis très longtemps. Voilà. Ok, trop bien. Alors, on va directement aller dans le vif du sujet. Donc, tu es ostéopathe animal. Exactement, uniquement animal. Donc, des fois, il y a des propriétaires qui me disent « Et puis moi, ah ouais. Non, ça ne marche pas comme ça parce que j'ai pas voulu et je n'ai pas fait la certification qu'il faut pour être ostéopathe humain. Okay. Mais voilà. » Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait concrètement qu'est-ce que c'est l'ostéopathie animale? Très bien. Alors, l'ostéopathie animale, c'est une médecine globale, en fait, puisqu'on prend en charge la totalité de l'animal. Donc, en fait, il peut avoir des douleurs au dos, mais on va quand même aller checker la tête. Il peut avoir des douleurs au bas de la queue, on va quand même regarder au niveau de l'antérieur. Vraiment, on prend l'aspect dans sa globalité, l'animal et l'individu, le patient dans sa globalité. C'est un petit peu les mêmes fondamentaux que sur l'ostéopathie humaine, puisqu'on reprend la même chose. Voilà. Okay. Donc, et puis, voilà, c'est une médecine qui est considérée comme manuelle puisqu'on utilise uniquement nos mains. Donc, pas de médication, pas d'outils, voilà, uniquement nos mains. Ok. Je sais que dans l'ostéopathie animale, il y a humaine, il y a différentes apparemment méthodes. Tu sais, d'approche, il y a apparemment, alors je vais dans les clichés, hein, mais c'est où tu craques vraiment. J'ai discuté avec un vrai ostéopathe humain il y a une semaine. Bien sûr. Et puis il me disait, tu as la méthode où tu craques vraiment, où c'est un peu plus traditionnel. Et tu as d'autres où tu travailles plus avec les énergies ou avec des mouvements. Oui. Est-ce que tu retrouves un peu ces différences d'approche aussi avec les animaux? Oui, totalement. Après, en ce moment, il y a le buzz sur ces vidéos où les animaux se font torturer. Okay. J'exagère avec le terme. Mais où ils font vraiment du structurel. Et là, c'est du crack avec des faux montages. Le bruit n'est pas du tout le même. Souvent, des patients, enfin les propriétaires de mes patients me disent « Ah, mais vous ne faites pas craquer comme sur les vidéos sur Instagram. » Non, je ne fais pas craquer comme sur les vidéos Instagram puisque le bruit n'est pas réel. Et en plus, si on regarde sur toutes les vidéos, le comportement de l'animal est souvent, en fait, il lance des signaux d'apaisement, ils ne sont pas à l'aise. Et moi, je suis contre ce genre de technique. Ça serait même plus de la chiropractie. Okay. Que de l'ostéopathie. Après, le cracking existe également en ostéopathie. Donc, en fait, on parle surtout de structurel, de techniques structurelles. On a aussi différentes techniques. Globalement, il y a 4 techniques.
Ok. Et après, on élargit notre boîte à outils. En fait, chaque ostéopathe a sa propre ostéopathie. Parce qu'en fait, tout est en fonction de l'individu. Ce chien-là va préférer cette technique-là que le chien du voisin a une autre technique. Parce que, en fait, un bon ostéopathe a plusieurs outils, une mallette à outils, et du coup, il va utiliser ces techniques comme en fonction de l'individu qui lui correspond pour avoir le soin adéquat. Donc, on a justement ce qui est structurel, donc ce que vous dites cracking. Ok, ouais, non. On a le côté un petit peu plus fascia, en fait, où on travaille les fascias, donc ce serait plus un petit peu du tissulaire, vraiment plutôt des techniques douces, où on suit les fascias, on suit les fibres, voilà. Il y a l'ostéopathie avec la technique viscérale, donc en fait on agit énormément sur tout ce qui est des organes, et en fait les organes sont reliés automatiquement avec tout ce qui est vertèbres, thoraciques, etc. Puisque en fait un organe qui fonctionne pas bien va amener des conséquences. Dans tous les cas, on peut, en tant que femme, voilà, j'ai mal aux ovaires, j'ai mal au dos. C'est un petit peu la suite logique. Donc, et puis, il y a aussi tout ce qui est crânio-sacré. En fait, on agit sur l'ensemble du crâne jusqu'au sacrum, puisque la crâne et le sacrum, donc c'est à la base de la queue, est relié par tout ce qui est de la dure mère, etc. Donc, on peut aussi interagir comme ça. Donc, en fait, c'est un peu comme dans l'ostéopathie humaine. Tu peux avoir un mot sur le bras ou dans un organe, etc., mais qui peut avoir une conséquence ailleurs. Donc, exactement. Le corps donne un signal qui est par exemple dans le dos, mais peut-être le problème de base, c'est au niveau du bassin, au niveau des vertèbres, au niveau du bras, de l'épaule, etc. Tout à fait. Tu reproduis dans le même schéma en fait, chez les animaux. Exactement. Ouais. Okay. Alors pour ça, l'ostéopathie reste de l'ostéopathie. On est sur le même corps de métier avec les mêmes bases fondamentales, puisqu'en fait, quand j'avais des cours, j'ai clairement appris les bases fondamentales en fait de Andrew Taylor Still. Alors j'ai un accent très mauvais en anglais, donc il faudra un petit peu remonter ça. Mais voilà, toutes les bases en fait viennent de lui. Après, évidemment, comme la médecine évolue, on évolue également. Donc c'est important pour ma part, c'est important de continuer à se former et regarder, apprendre à découvrir d'autres outils dans notre boîte à outils. Voilà. Puis tu disais au début que vous adaptiez, tu avais plusieurs outils et en fait tu t'adaptes au final à l'animal. Oui, exactement. Soit au chat ou au chien, par exemple. Alors, je sais que tu fais d'autres animaux, mais pour être plus chat et chien, je sais pas, tu as un exemple de comment tu t'adaptes? Est-ce que c'est au niveau du comportement? Est-ce que c'est au niveau, tu vois, si tu as un chien qui est très excité, très vif, etc. Alors, déjà, la base primaire, c'est qu'avant de passer le palier de la porte, c'est que moi-même, je sois très ancrée avec moi-même. Donc, moi, je sais pourquoi je suis là. Je suis posée, je m'enracine vraiment à travers pour, en fait, déjà que l'animal, il comprenne. Il n'y a pas... L'animal voit ce qui est physique, mais ressent aussi énormément toute notre attitude qui nous entoure. Et du coup, ça aide énormément de ce côté-là. Je pense que la différence entre un ostéopathe humain et un ostéopathe animalier, c'est qu'on doit avoir quand même une connaissance globale de tous les comportements des animaux, en fait, que l'on travaille. Alors moi, je suis ostéopathe pour les animaux de compagnie, les animaux de rente et les NAC. Okay. Après, c'est vrai que j'ai une petite préférence dans tout ce qui est équin et compagnie, puisque c'est là où je suis le plus à même, en fait, par mes expériences professionnelles à travailler. Mais quand je suis appelée pour une vache, etc., avant, j'ai quand même dû apprendre comment, en fait, vit une vache, pour voir, en fait, quels sont ses signes de détresse, voilà. Quels sont les signaux effectivement qui sont atypiques à la vache, qui ne sont pas les mêmes du chien ou du chat, par exemple. Qu'on est obligé de justement... Alors, un chien, forcément, qui n'a pas l'habitude d'être manipulé pour la première séance, ne réagira peut-être pas la même chose qu'un chien qui a complètement l'habitude de me voir et qui sait pourquoi je suis là. Ouais. Donc ça, ils savent. Mais je trouve hyper intéressant ce que tu dis parce que typiquement, l'expérience qu'on a avec Bali, notre chien, je sais qu'on doit aller chez le vétérinaire. Selon le vétérinaire, j'ai l'impression qu'il n'est pas autant à l'aise. Et en fait, on a trouvé un vétérinaire, justement, qui, j'ai l'impression, ce que tu dis toi, et j'essaie de faire le parallèle, qui, comme tu dis, s'ancre, essaie de comprendre, analyse, observe, etc. Bien sûr. Et j'ai l'impression, je n'ai pas les bons termes, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, il s'adapte peut-être plus à l'animal
que quelqu'un qui arrive, par exemple, qui fait tac, 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 qui fait son travail. Tout à fait. C'est deux méthodes. Hein. Alors, l'une n'est pas meilleure que l'autre. Exactement. Hein. Voilà, mais on est bien d'accord. Après, je pense qu'au vu du métier qu'on fait en tant qu'ostéopathe animalier, moi et mes consoeurs, on n'est pas là pour remettre. Déjà, c'est un abus de langage de remettre une vertèbre. Donc, c'est un abus de langage. On est là pour apporter du confort et du bien-être avant tout. Et en fait, le confort et le bien-être avant tout, c'est de savoir lire l'animal en question, en fait, et trouver quelles sont les choses qui ne jouent pas, en fait, pour lui. Ça peut aussi, quand on fait des déplacements à domicile, donc moi, j'ai mon propre cabinet qui est à Marsens, et je me déplace aussi au domicile des gens, soit en fonction de leur demande, soit en fonction de l'animal, parce que ma vache, je ne peux pas la prendre dans mon jardin. Voilà. Tes 3 chiens ne seront pas très contents. Eux, ils trouveraient ça très rigolo, mais mon salon un petit peu moins. Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là où, en fait, on peut amener aussi énormément un confort, en fait, en modifiant l'environnement où l'animal y vit. Par exemple, un chien qui a de l'arthrose, le pire ennemi des chiens, en fait, ça reste le carrelage et le parquet. Ça, c'est le pire ennemi de tout animal de compagnie. Et du coup, d'amener un petit confort, un petit plus, par exemple, en mettant juste un tapis à côté de son lieu de couchage, ou bien s'il saute du canapé, mettre un tapis pour éviter qu'il fasse le pingouin sur le carrelage, ça aide déjà énormément, en fait, et ça évite d'avoir des dysfonctions ostéopathiques un petit peu inutiles. Ce que je trouve top, c'est que tu apportes, en fait, au niveau pratique, tu es en séance, tu travailles, c'est le bon terme, voilà. Tu travailles sur l'animal, mais tu as aussi un rôle lorsque tu travailles, c'est aussi de sensibiliser, par exemple, les propriétaires d'animaux à comment améliorer l'environnement par rapport aux problèmes de l'animal. Oui, parce que, en fait, moi, ça m'apporte rien, à part de l'argent, d'avoir un client qui vient toutes les semaines pour la même problématique. Moi, je suis assez contre ce côté-là, surtout que si, avec des petits efforts, comme de faire de la natation à son chien, de lui faire des renforcements musculaires, parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y a une défaillance musculaire, c'est super important de regarder justement un petit truc en plus que le propriétaire peut faire ça au quotidien, parce qu'en fait, c'est comme nous, quand on va chez le physio, après une opération, au quotidien, on doit faire des exercices. En fait, chez les animaux, on n'a encore pas ce côté-là. Donc, en fait, c'est le propriétaire qui doit un petit peu s'investir pour le mieux de son animal. Mais en général, les propriétaires sont très investis parce que tout ce qu'ils veulent, c'est le bien-être de leur animal. Et quand ils voient les améliorations, ils se disent, en fait, on y va. Donc, voilà. Oui, puis c'est vrai que si on fait la comparaison avec l'humain, t'as mal au dos parce que tu joues au tennis, par exemple. C'est clair, si tu renforces pas tes muscles, ta coordination, etc., la douleur fait qu'augmenter. Tu as beau aller 8 fois chez l'ostéo. Ça sert à rien. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir de l'entretien. Et c'est pour ça que l'ostéopathie, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, c'est une médecine préventive. Donc, en fait, il est fortement conseillé. En tout cas, moi, je le conseille. Et je suis une parano des articulations. Donc, mon chiot de 8 mois ici présent a déjà eu 8 séances d'ostéopathie. Après, ce n'est pas forcément un exemple à prendre. Mais je pense qu'il est primordial de vraiment suivre son chien annuellement. C'est comme pour nous, minimum une fois. Moi, je trouve qu'une à 2 fois, c'est quand même l'idéal. S'il n'y a pas de pathologie, si tout va bien pour le chien. Ça peut aussi être une médecine curative. Et là, c'est en cas de douleur où le propriétaire voit que son chien, son animal, son chat aussi, il est moins bien. Voilà. Et en fait, là, ça peut être intéressant de faire une séance. Tu as cette connaissance pour aussi observer, analyser comment les animaux se comportent, vont un peu moins bien, etc. Alors bon, si notre chien, typiquement, si pour balayer commence à boiter, voilà, évidemment, on va observer qu'il y a un souci. Mais est-ce que tu as des conseils à donner au niveau de comment le propriétaire peut analyser, observer le comportement de l'animal et va avoir peut-être des éléments qui doivent lui faire un peu là, il faut que J'en ai 1 million. Parfait. Alors, je t'écoute. Typiquement, le chat. Le chat sautait sur la table pour aller chercher son pâté. Il sautait sur le canapé pour demander des câlins. Le chat, il sautait, il faisait sa vie, il allait sur la chaise. Parce que les chats, ils ont quand même pas mal leur habitude. Ça, ils sont un petit peu... Voilà. Tout d'un coup, il le fait plus. Tout d'un coup, quand je lui caresse le dos, il commence à un peu me souffler dessus.
tout d'un coup, il saute moins sur la chaise. Je comprends pas. Tout ça, c'est des petits signes précurseurs. Il sort moins longtemps que d'habitude dehors. Il dort un peu plus. J'ai envie de dire, c'est un petit peu dérisoire, mais le chat, il se comporte un peu comme ton ex, donc il est en train de changer, tu vois. Tu sens que c'est pas le même. Alors là, tu te dis, alors là, c'est ostéo. Voilà. Ou quand tu le caresses, vraiment, alors que c'était un chat câlin, il aime pas. Et ça arrive souvent, les chats qui aiment pas être touchés au ventre. Ok, ouais. En fait, c'est juste des douleurs. C'est pas qu'ils n'aiment pas être caressés, c'est juste qu'ils ont mal et pour se protéger, ils veulent pas être caressés. Puis les premiers mots que tu observes, après justement, après ces analyses, c'est quoi les premiers mots que tu as? C'est quoi? C'est des torsions musculaires? C'est des points? C'est des... Ça dépend. Ok. Il n'y a aucune généralité dans ce domaine. Okay, ouais. Je peux pas dire, s'il a ça, c'est qu'il a mal ici. Ouais. Impossible. Ça peut être une petite cervicale, comme ça peut être un bassin, ça peut être une sacro-iliaque, ça peut une lombaire, ça peut être rien du tout. Enfin, juste un petit psoas qui fait bien mal. Donc je peux pas donner de généralité. Ça, c'est juste que clairement, s'il y a un changement de comportement, il y a une gêne. Et du coup, l'ostéopathie est recommandée si il n'y a aucun souci antécédent et qu'il ne faut pas aller chez le vétérinaire, bien évidemment. D'accord. Il ne faut pas oublier que le vétérinaire reste la base de toute médecine pour la prise en charge. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis tout ce qui est chien... c'est ma question. Ok, parfait. Tout ce qui est chien, donc vraiment, c'est... Et tout d'un coup, on peut avoir un chien qui commence à être réactif. Réactif. Manifeste de la réactivité envers ses congénères. Manifeste un petit peu de réactivité environnementale. Il est plus stressé, il est plus si. En fait, c'est un chien qui est, en fait, comme il n'est pas bien dans son corps, en fait, il va changer aussi au niveau comportemental. Et ça, les propriétaires ne voient pas au début, sauf ceux qui connaissent super bien leur chien. Et ça peut aussi donner des petites astuces. Le chien qui, en fait, n'arrive pas à s'asseoir droit. Je peux montrer après un exemple. Voilà, il doit vraiment avoir le bassin droit et pas s'asseoir en vache avec les iliaques écartés comme ça, comme si on était au bar. Non, ça joue pas. Ça crée en fait l'hyperlaxité et puis ça amène des tensions au niveau des lombaires. Le chien qui n'arrive pas à se coucher en sphinx. Comme un vraiment droit, qui saute. Il sautait bien au niveau du coffre et puis maintenant il n'arrive plus à sauter au coffre. Bon, je suis contre, hein. Mais voilà, tout ce genre de petites choses fait que en fait, il a un petit peu changé ça. Puis au bout d'un moment, normalement, les propriétaires ils s'habituent, ils disent mais ça va revenir. Non, en fait, il faudrait à ce moment-là corriger tout de suite pour en fait qu'on ait un mieux. Parce que si tout d'un coup on va dans le trop loin, en fait automatiquement la dysfonction ostéopathique persiste, la douleur persiste et après on peut venir sur du chronique. Et là c'est vétérinaire direct. Ça accentue le problème plus loin. Ouais. Donc c'est pour ça que les prises en charge et le suivi c'est très important. Et souvent dans les questions que je pose, c'est comment vont les selles, comment vont le comportement du chien, comment est-ce qu'aujourd'hui il fait ses exercices. Il descend comment les escaliers? Est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il il est pas droit? Est-ce qu'il met toujours la même patte en avant? Voilà, ça c'est... c'est des éléments qui te permettent après d'analyser et de comprendre que le propriétaire peut aussi lui être attentif à ça en fait. Exactement. Puis tu parlais du coffre. Oui. Tu déconseilles que les chiens sautent sur le coffre? Je déconseille fortement. Après, j'ai aussi un chien de 40 kilos. Donc... C'est pour Bali qui fait 12 kilos. Bon. Mon border qui fait 18 kilos, on le porte. Ça, en plus, il a 8 mois, donc en fait, ça ne même pas venir sur le sujet. Mais oui, je suis contre parce qu'en fait, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est si on prend la voiture, c'est que le chien, on va ailleurs. Donc, on fait une grande promenade. Donc, le chien, tac, 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 il est chaud, il monte dans la voiture, pas de souci. Le temps de rentrer à la maison, le chien est froid. En fait, ses articulations sont froides. Donc, en fait, l'impact de ressauter à froid, c'est pas l'idéal. Et en fait, il faudrait, dès qu'il y a un saut ou un mouvement traumatique, il faudrait échauffer son chien. Alors,
qui c'est qui arrive à échauffer son chien depuis le coffre de la voiture, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que si on peut porter son chien, autant le porter. Ou mettre un escalade, des marches, ou bien voilà. Ça, c'est vraiment... ça amène quand même un confort et ça évite plein de traumas au niveau des coudes, au niveau de la charnière thoracolombaire ou comme ça. Ok, trop bien. Bon, on a parlé de l'observation des mots, etc., comme tu as expliqué. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller parce que, ok, on est arrivé au mot où toi, tu peux avoir un job de prévention, mais qu'est-ce qui, pour toi, fait un peu le pourtour du bien-être animal qui aura un impact justement sur les mots physiques, les mots même dans le comportement, etc. Peut-être pour résumer ma question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi pour qui participe au bien-être animal? Ok. Alors, on adore que notre chien il joue avec les copains. On fait de plus en plus des réunions avec les copains chiens et tout ça parce que le chien il est trop cool, il est trop content et il s'amuse trop. Et nous, on est trop contents de voir notre chien qui s'amuse trop. Ok. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il y a énormément de mouvements traumatiques dans ce genre d'événement. Donc, ce que je conseille au préalable, c'est toujours marcher en tout cas 10 à 15 minutes pour déjà échauffer le corps et ensuite on le lance avec les copains. Okay. Ça, c'est juste des petits trucs, même en promenade. Moi, j'adore lâcher mes chiens. Hein. Bientôt arrive la phase où on ne doit pas les détacher. Mais quand je les lâche, il y en a 3, ils adorent faire les topios. Donc non, en fait, je marche en tout cas 10 à 15 minutes, que le corps soit bien chaud. Et ensuite, je les lâche et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est important de déjà bien échauffer, ne pas lancer en fait le chien dans l'effort directement. Okay. Pour les chats, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, ils font leur vie. Donc, j'ai envie de dire, on les observe et puis on connaît son chat. Mais les chiens, il y a quand même plus de petites choses qu'on peut faire. La natation, si on a un chien qui aime nager, franchement, amenez-le à nager. Alors, attention cet été pour les cyanobactéries, mais... Nager. C'est quoi l'impact de la nage? L'impact de la nage, en fait, avec la poussée d'Archimède, il y a aucun poids en fait sur les articulations. Donc en fait, tout le corps, comme pour nous, est surélevé. Donc les chiens arthrosés, les chiens qui ont des dysplasies, les chiens, peu importe, ou même les jeunes chiens en fait, où on doit pas faire trop d'efforts parce qu'en fait les articulations sont juvéniles. Donc là, c'est important de justement la poussée d'Archimède fait que les articulations ne sont pas mises à contribution. Et du coup, il peut vraiment utiliser tous les mouvements qu'il veut. Donc, et ça, c'est important. Et en plus, on travaille tout le système cardiaque et le système respiratoire, puisqu'en fait, on fait un effort. C'est comme nous, la natation, ce serait un des meilleurs sports à faire. Et après, y a tout ce qui est harnachement, quoi. Tout ce qui est collier, harnais. Il y a des harnais qui ne sont pas top. Ok, qu'est-ce que tu pourrais conseiller là? Alors, je ne vais pas lancer des marques parce que je ne veux pas me mettre à dos. Dans le style, plutôt. Après, tout ce qui est harnais en H ou en Y sont quand même les plus favorisés, les plus conseillés. Dans cette forme-là que les harnais norvégiens, les harnais qui bloquent justement les épaules sont vraiment pas forcément... Je mettrai des images au montage pour voir la différence. Et j'ai fait un document, si jamais tu peux me le mettre en rubrique. Trop bien. Voilà. Ok. Écoute, dernière question, à part si tu as encore des éléments à rajouter. Qu'est-ce que tu penses qui participe au bien-être? On parle d'alimentation, on parle d'éducation, on parle de structure. Pour toi, qu'est-ce qui va avoir un impact justement sur ce bien-être animal? Ton avis, de toi, sans rentrer trop dans le détail. Mon avis personnel, c'est qu'on pourrait passer 2 ans. Exactement, j'allais dire non. Mon avis propre, seul, on n'arrive à rien. Tous ensemble, on arrive à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir un truc et dire « Ah, mon chien, il est bien. Mon chat est bien. » Non, il y a tout ce qui est environnemental, il y a tout ce qui est alimentaire, il y a tout ce qui est au niveau des émotions du chien aussi, de comment nous, est-ce qu'on le gère. Parce qu'en fait, chaque animal est différent, comme chaque individu est différent. Donc, en fait, je pense que de prendre une seule chose, on part dans la mauvaise direction. Mais de prendre sur la globalité, on arrive à un meilleur bien-être. Voilà.
C'est extrêmement bien filmé. Voilà. Puis du coup, c'est le but du podcast, c'est de rencontrer plusieurs experts comme toi Voilà. qui vont justement apporter leur touche, petite leur expertise. Ouais, et tous tes exemples et tous tes conseils étaient hyper enrichissants. Super. Bon, ben, génial. Avec Alors, plaisir. je pense qu'on arrive à la fin. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, Cynthia, c'était vraiment hyper intéressant. Avec plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, à la prochaine pour un prochain épisode. Avec Ciao, grand plaisir. Ciao, ciao. Salut.